Bienvenue dans cette classe. Aujourd'hui, on va faire un petit rappel sur qu'est-ce que c'est que le Geometry Node, comment ça fonctionne et essayer de revoir un petit peu les bases pour que vous ne soyez pas perdus ensuite lorsqu'on va essayer de faire les effets spéciaux de nos personnages. Donc le Geometry Node, qu'est-ce que c'est? Eh bien, si je viens créer un cube et que je viens ici dans le petit menu Geometry Node Editor, je vais me retrouver avec un panel qui ressemble énormément au Shader Editor. Pourquoi? Parce que de la même manière que le Shader Editor, le Geometry Node, ça va être un système qui est nodal. Qu'est-ce que ça veut dire? Eh bien, si je reviens dans mon Shader Editor et qu'on regarde, ici je vais avoir un nœud, ici je vais avoir un autre nœud. J'ai quelque chose qui va rentrer dans mon nœud, donc mon objet rentre dans mon nœud. Le nœud ici, donc la boîte, fait son calcul et ressort quelque chose pour aller se brancher dans une autre boîte qui elle-même va faire son calcul, etc., etc. Donc un système nodal, c'est juste ça, c'est un enchaînement de nœuds, donc de petites boîtes, qui vont faire un calcul qui leur est dédié et ressortir un résultat qu'on va pouvoir rebrancher dans une autre boîte qui elle-même va faire son calcul qui est dédié et ressortir son résultat. Le Geometry Node, c'est exactement la même chose. Si je viens cliquer sur New ici, ça va me créer deux petites boîtes qui sont branchées et dedans, on va pouvoir leur mettre un nœud, par exemple, donc ici de transform, qui va faire son calcul. Donc ça, c'est un nœud de transform. Si je le bouge, hop, on voit qu'il fait bien son calcul. Donc là, je le déplace par exemple sur X. Donc X, il va vers la droite. Donc on voit bien, l'objet rentre à l'intérieur. Il fait son calcul en déplaçant mon objet de 4,5. Il ressort le résultat que j'ai mis ici en géométrie. Donc là, sans le calcul, avec le calcul. Donc ça, c'est le système nodal. Maintenant, il faut savoir que le système de Geometry Node, c'est le système qui est utilisé par Blender pour créer leur modifier. Si je viens cliquer ici sur mon menu modifier, je vais donc retrouver en modifier mon système de Geometry Node que j'ai créé ici. Si je l'appelle blabla, hop, ici, on vient bien chercher le système blabla. Et pour info, à partir de la 5.0, on pourra rentrer à l'intérieur de nos modifiers et voir comment les développeurs de Blender, ils ont créé ici les différents modifiers. On pourra directement venir les modifier, les regarder, apporter nos touches pour essayer de créer nos propres modifiers à partir des leurs. Donc maintenant, comment ça fonctionne le Geometry Node en lui-même? Donc on a un groupe input qui va être notre objet, un groupe output qui va être la sortie donc de notre modifier et qui va être donc la résultante de tout ce qui se passe entre les deux. Dedans, on va pouvoir mettre des nœuds, comme j'ai montré, qui vont faire leur calcul pour venir modifier notre objet. On va pouvoir avoir un nœud, par exemple, de transform. On va pouvoir avoir plein d'autres nœuds. Je vous laisserai regarder tous les nœuds parce qu'il y en a énormément, mais on peut commencer à regarder ensemble. On va avoir un nœud, par exemple, pour attribuer un matériau. Si je mets cette matériau ici, hop, on va se mettre comme ça. Que dans mon shading, là, je crée un matériau que je le mets rouge. Et que lui, je lui dis d'aller chercher le matériau rouge, mon cube va devenir rouge. Parce que là, je lui ai attribué ce matériau. On va pouvoir lui dire aussi, par exemple, de mixer plusieurs objets. Donc là, je peux mettre un deuxième transform, en le mettant ici. Sauf que lui, si on regarde le résultat, hop, lui, je veux qu'il soit tourné un petit peu comme ça. Eh bien, je peux très bien lui dire de joindre les deux géométries. Donc, la géométrie que j'ai créée ici et la géométrie que j'ai créée ici. Si on regarde ce que ça donne, on va voir les deux cubes. Hop. Et on peut lui dire, par exemple, lui, je veux que ce soit un cube bleu, rouge. Et lui, par contre, je veux que ce soit un cube bleu. Donc là, on va venir, hop, créer un nouveau qu'on va mettre bleu. Du coup, ici, hop, on va avoir un cube rouge et un cube bleu. Et dans notre arborescence, c'est un seul et même objet. L'avantage du Geometry Node, c'est qu'à tout moment, je peux revenir en arrière. Par exemple, en fait, non, je veux pas qu'il soit bleu, lui, je veux qu'il soit rouge aussi. Bah hop, je mets rouge. Et ah non, en fait, je veux pas qu'il soit positionné ici,
je veux qu'il soit un petit peu par là, de cette taille, un peu tourné comme ça. Hop, tout est procédural. On peut tout modifier comme on le souhaite. Donc ça peut être un modèle intéressant si on a des objets qui se ressemblent, mais qui sont positionnés un petit peu différemment. On va pouvoir venir le sélectionner, le mettre dans le join, et après le tourner en fonction de ce qu'on souhaite. Et on va pouvoir faire pas mal de petites choses comme ça. Hop. Et à chaque fois, on peut le mettre dans le join, et à chaque fois, ça va rajouter un cube. Et on voit qu'à chaque fois, ça va venir le tourner. D'ailleurs, là, ce serait plus logique donc de partir sur quelque chose, hop, comme cela, pour mettre lui avant. Tac. Et là, à chaque fois que je vais en rajouter, hop, ça va me rajouter un cube qui tourne de ce que j'ai là. Si j'ai envie d'avoir tout le temps la même valeur ici, je peux très bien mettre un nœud de value à cet endroit-là, mettre un moins 2,6 et ensuite le brancher ici. Par contre, le problème, c'est qu'il va me moins 2,6 à tous les axes. Donc on va venir mettre un combine, hop, et on va juste venir le brancher dans X, et là ça va donner ça. Et lui, on va pouvoir le brancher donc dans toutes les translations. Et maintenant, si je le bouge, ils vont tous s'écarter de la même manière. On va pouvoir faire pareil au niveau ici de la rotation. Et maintenant, si je tourne, ils vont tous tourner de la même manière. Hop. Donc celui-là va beaucoup plus vite, parce qu'à chaque fois, en fait, ça s'est cumulé. Lui, il va tourner de 1, lui, il va tourner de 1 plus 1, lui de 1 plus 1, parce qu'à chaque fois, j'ai branché ici à chaque. Ça peut être intéressant, ça permet de faire des choses assez stylées. Une autre utilisation que je trouve qui peut être intéressante, ça peut être par exemple, si on veut faire un système de particules. Donc pour le système de particules, on peut bien sûr passer ici, passer en R, et ici, on vient mettre par exemple un objet. Là, on vient chercher un objet, hop, qu'on met là, et avec lui, on vient chercher l'objet. Donc là, du coup, on a des petits cubes tout partout. Mais maintenant, avec le Geometry Node, on va pouvoir avoir quelque chose qui a beaucoup plus de contrôle. Déjà, lorsqu'on a un objet ici, donc là, je vais cliquer là pour figer ma fenêtre, je vais pouvoir sélectionner mon cube et le glisser dans le Geometry Node. Ça va me l'insérer. Et là, on voit bien que c'est cube 1, cube 1. Ensuite, je vais pouvoir utiliser un nœud qui va s'appeler le Distribute Point on Face. Et ce qu'il va faire lui comme calcul, c'est qu'il va regarder là les faces de mon mesh et il va créer des points à la surface de mon mesh. Si je le mets dans mon mesh et que je regarde ce que ça donne, on voit donc qu'à la sortie de mon nœud, j'ai plus que les points au-dessus du mesh. Si je veux le mesh avec, je passe les deux dans le join, donc je mets le distribute point, donc ce que je vois ici, et ce que je vois ici, je le mets dans mon join et ça me donne ceci. Maintenant j'ai des points, mais les points ils sont pas visibles au rendu. Ça permet juste à Blender d'avoir des coordonnées pour positionner des éléments. Ce qu'on va pouvoir faire, c'est créer un nœud qu'on va appeler instance on point pour lui dire que pour chaque point, tu vas mettre une instance. On va brancher point dans point, on va brancher lui ici, et là dans instance ici, on va venir chercher notre géométrie. Maintenant, je vais pouvoir jouer avec la rotation à cet endroit-là, avec le scale ici, mais je vais aussi pouvoir ajouter, si je veux, un autre transform géométrie ici, avec un value, hop, on met à 0,1 par exemple, dans le scale, pour pouvoir jouer avec mon scale. De la même façon que dans le shader editor, je peux très bien mettre un nœud de math entre les deux, venir diviser, hop, par 1000, la mettre 100, et de cette manière, ici, je vais avoir un contrôle beaucoup plus smooth. Maintenant, petit cas pratique, imaginons, là je me rends compte que toutes mes particules, elles sont toutes de la même taille, et j'aimerais bien les mettre de tailles différentes. Sauf que là, je ne sais pas comment faire, parce que j'ai mes points qui sont ici, où je peux donner une certaine densité pour un certain nombre de points. Là, j'ai un scale, mais il va gérer tous les points de la même manière. Et là, j'ai mon objet, mais mon objet, il n'a pas d'impact du tout.
Et même si je mets un transform à cet endroit-là, si je bouge le scale, ça va bouger le scale de tous mes points. Donc comment je peux faire pour avoir tous les points qui bougent indépendamment? Eh bien ce qu'on peut faire, si on ne sait pas trop comment ça fonctionne, c'est qu'on va venir mettre ça en grand, hop, on va venir faire une capture d'écran. Je vais venir ici dans ChatGPT, je vais mettre la capture d'écran et je vais lui dire, alors, je suis sur Blender en géométrie node. Donc toujours de la même manière, donner le contexte. Voilà, donc comme prompt, je vais lui dire, je suis sur Blender en géométrie node, pour lui montrer où est-ce qu'on est. J'aimerais créer un système de particules sur mon objet. J'ai bien les points, etc. Ça marche. Mais j'aimerais avoir un random dans le scale. Pas des points du coup, mais des instances. Parce que c'est bien ça qu'on veut randomiser. La taille de ça, pas la taille de ça. Ça, on s'en fout. Pour que chaque particule ait son propre scale. Et après, on lui dit que là, ils ont tous le même scale pour lui dire de où on part. On lance et on regarde ce que ça donne. Bon, comme d'habitude, il te dit que tu as fait du bon travail parce qu'il est toujours d'accord avec toi. Ça, faut faire très attention quand on l'utilise en tant qu'assistant. Veillez à ne pas lui dire une idée ou ne pas lui donner une orientation. Par exemple, là, j'aurais pu lui dire, est-ce que je peux utiliser un noise texture ou un random ou quelque chose du genre. Pourquoi? Parce que le problème est que comme il est tout le temps d'accord avec toi, il va partir du principe que tu as raison, même si techniquement ça marche pas. Ça m'est déjà arrivé de passer plus d'une heure à lui demander un truc et de faire comme il me demande, jusqu'à ce que je me rende compte par moi-même que techniquement ça peut pas marcher, parce que Blender ne fonctionnait pas de la manière dont il disait. Et donc quand je lui ai dit, est-ce que c'est possible de cette façon? Après il m'a dit non. Du coup, anecdote assez marrante, mais quand je lui ai demandé pourquoi il m'a dit de faire comme ça, il m'a juste dit que c'est parce que je lui ai dit de faire comme ça, et du coup il est parti dans cette orientation en sachant que c'était pas possible. Donc toujours lui laisser de la manœuvre et le laisser libre sur les choix et l'orientation qu'il doit prendre. Donc là, ce qu'il nous dit, c'est d'utiliser un random value, de le mettre donc, hop, en type flottant, entre 0,5 et 1,5. Après ça, nous, on va ajuster et de le connecter à l'entrée du scale. Ok, donc on va faire ça. On va créer le random value. Hop, on va le brancher dans notre scale. Et là, on voit très bien que ça a changé ici le scale. Ensuite, dans le random value, on va avoir donc la plus petite valeur, donc sa plus petite taille et sa plus grande taille. On va pouvoir jouer avec ces valeurs. Donc là, on va mettre 0, on va le brancher là. Et on va mettre un autre qu'on va mettre là. Et lui, on va le mettre à 1000. Et maintenant, on va pouvoir jouer avec ces deux valeurs. Hop. Pour venir les scale. Voilà. Et là, on se retrouve avec des petits et des grands. On va essayer de faire en sorte que le plus petit soit plus petit, le plus grand soit plus grand. Et là, ça nous permet d'avoir un random en fonction de ce que l'on souhaite. Et donc, ce nœud qui a été fourni par ChatGPT, parce que ChatGPT connaît très bien comment ça fonctionne. Donc un troisième exemple d'utilisation qu'on va pouvoir faire pour le Geometry Node, ça va être par exemple pour une displace, si on veut créer un terrain, un environnement ou quelque chose du genre. Pour ça, déjà, si on vient chercher primitive, Blender va nous proposer différents meshes à rentrer ici à l'intérieur de notre Geometry Node. Nous, on va aller chercher le grid. Le grid, il va correspondre au plan. Si on regarde ce que ça donne, ça va nous donner ça. Donc on a bien un plan. On va passer ici en wireframe pour voir ce que ça donne. Et là, on va pouvoir voir donc sa taille, si on veut l'agrandir ou pas. Et ici, le nombre de vertex qu'on va vouloir lui donner. Donc nous, on va essayer de faire quelque chose de carré. Donc on va mettre pareil, toujours un nœud de value. Et on va lui dire par exemple de mettre du 10 par 10. On va pouvoir monter ici. Hop, et on va mettre comme cela. Ensuite, on a dit on aimerait bien créer une displace. Donc pour rappel, une displace, qu'est-ce que c'est?
C'est tout simplement des vertex qui vont monter ou descendre en fonction d'une nuance de gris. Donc on a de la chance parce qu'une nuance de gris, on en a dans notre système nodal. Ça va être le noise texture. Ensuite, on a dit qu'on voulait monter et descendre nos vertex ici en fonction de notre noise. Donc pour ça, on va leur attribuer une position. On va donc chercher un nœud qui va s'appeler setPosition. On va rentrer ici le géométrie là, et on va rentrer la géométrie ici et ici. Dans ce nœud de setPosition, on va avoir donc une entrée géométrie, où on va mettre notre plan, une entrée sélection, pour lui dire par exemple on veut ne le faire que sur une certaine partie de notre mèche. Nous on va rien mettre parce qu'on va mettre partout. Et ensuite on va avoir un offset pour bouger notre plan. Maintenant on pourrait se dire, ce qu'on va faire c'est rentrer notre noise dans notre offset. Si je le rentre de manière brute, ça va me donner ceci. Donc là on voit que tous les points, ils vont de manière random en haut, à droite, par là-bas. Pourquoi? Parce que notre noise, il va sortir une valeur unique entre 0 et 1. Et comme on le rentre dans notre offset, il va rentrer la même valeur dans x, dans y, dans 0. Ça veut dire que, imaginons, pour ce vertex-là, à ce point, il me sort la valeur de 0,1. Alors il va sortir 0,1 en x, 0,1 en y, 0,1 en z. Et c'est pour ça que la position de mon point, il va donc être en 0,1, 0,1, 0,1. Et donc si on regarde mon trièdre, on va être quelque part par là, 0,1, 0,1, 0,1. Moi, j'ai pas envie de bouger sur les trois axes, j'ai juste envie de le monter. Ce qu'on va faire, c'est qu'on va venir chercher le nœud de combine, hop, et on va venir mettre le facteur uniquement dans le z. Le x, on le met à 0, le z à 0, et on va mettre ça comme ça. Et ça va nous donner ceci. Maintenant, il faut qu'on fasse attention parce qu'on a rentré notre déplacement ici dans l'offset. Techniquement, comment ça fonctionne en backstage? Ça veut dire que Blender a gardé en mémoire la position de l'objet à laquelle il a mis ici une transformation. Alors que moi, j'aimerais bien qu'il supprime la position originelle pour la remplacer par la mienne. Donc pour ça, on va passer par le nœud position. C'est bien deux choses différentes. La première va lui attribuer sa nouvelle position en lui disant maintenant ta position c'est ça. Alors que par le offset, on va lui dire ta position c'est toujours la même, par contre tu te déformes de cette façon. C'est une petite nuance mais qui peut être importante à comprendre lorsqu'on commence à aller un petit peu plus loin dans le Geometry Node. Par contre, si je rentre de manière brute mon noise et mon combine dans ma position, on voit que ça vient poser un problème, il n'y a plus rien qui s'affiche. Ce qu'il va falloir faire, c'est dire à Blender d'aller chercher la position originelle de mes vertex. Donc ce nœud va servir à ça, il va permettre de dire chaque vertex a cette position à cet instant. Si on le met dans le position, il ne se passe rien. Et maintenant, on va venir additionner en vecteur la position ici de mes vertex avec ma transformation en Z. Et celui-là, on va le mettre dans position. Et là, on va retrouver notre transformation. Une dernière petite astuce à connaître, c'est que tous ces éléments qu'on a ici, on va pouvoir les animer. Imaginons, là je passe en 4D et je mets une clé ici. Si là je passe, hop, en timeline, que je passe à 100 par exemple, et que là je mets 100, lorsque je vais lancer, là la topologie va bouger. Donc 100 c'est peut-être un peu beaucoup. On peut aussi mettre un dièse frame qu'on va diviser par 100 je pense. Hop, on va mettre une clé. Et là on commence à avoir quelque chose qui est assez intéressant. Ça peut créer des vagues par exemple. Si ici je diminue un petit peu le scale, que je diminue la rugosité, hop, plutôt comme ça, et que à la fin je viens mettre un set matériel ici, et que dans le shader je viens créer un matériau d'eau par exemple. Donc l'eau on va mettre hop, roundness à 0, en noir, et juste un petit bump, tac,
avec un noise. Tac. Si lui, je lui mets material, ça donne ça, là, on va être un smooth. Ok, donc ici, on a plein de petites facettes qui vont correspondre ici, en fait, à notre mèche. On voit que si ici je monte, ça augmente le nombre de facettes. Pourquoi ça fait ça? Parce que lorsqu'on est venu ici déplacer nos points, il a bien déplacé les points, mais par contre, la normale des faces est restée la même. Donc ce qu'on va faire, c'est tout simplement qu'on va mettre un petit nœud qui va s'appeler set shade smooth, et par rapport aux faces, on va le mettre entre les deux, et là c'est venu régler le problème. On va venir ici, hop, ajouter plus de vagues, et là on peut avoir quelque chose qui ressemble à ça. Donc là je trouve que on est trop haut, genre les vagues sont trop grosses, donc on va pouvoir diminuer ici le scale par exemple. Et là on peut diminuer la force quand même. Hop. Si on met un mat entre les deux, pour lui dire de monter moins haut en multiply, on peut lui dire tu vas moins haut. Tac. Je trouve qu'on était bien quand on était grand. Ok. Et lui. Voilà, on a quelque chose de pas trop mal. J'espère que cette classe vous aura plu et que ça vous aura pas trop perdu. C'est vrai que le Geometry Node peut être assez complexe à rentrer dedans et assez complexe à comprendre. Il faut quand même bien comprendre la 3D et bien comprendre le logiciel, comment il fonctionne. Si vous êtes perdu et que vous savez pas du tout, si vous êtes perdu et que vous comprenez pas trop comment fonctionne le Geometry Node, ce que je vous conseille c'est de 1 d'ouvrir Blender, aller dans le Geometry Node et essayez de faire votre tambouille, essayez de voir quel nœud fait quoi. Mettez ici différentes textures, des noise textures, essayez de reproduire les 3 types de Geometry Node qu'on a fait aujourd'hui et de faire votre tambouille, essayez de voir comment ça fonctionne. Sur ce, je vais vous laisser là-dessus, on va passer à la prochaine classe où on va rentrer encore un peu plus profondément dans les Geometry Node et on va parler des nœuds de simulation.